Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler des émotions et du fait qu'elles ne sont pas un problème. En tout cas, j'ai à cœur de vous faire passer le message qu'elles ne sont pas un problème parce que j'ai envie que vous viviez pleinement et correctement dans la plus belle sérénité vos émotions, même quand celles-ci sont inconfortables. Je vous partagerai pour cela 5 clés pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est pour ceux qui ont tendance à déborder émotionnellement. Ça a été beaucoup mon cas dans le passé, puisque je suis une hypersensible. Et pour ceux qui vivent avec quelqu'un qui a tendance à déborder émotionnellement, que ce soit un adulte ou un enfant, je vous donne 2 clés pour pouvoir faire respecter votre bien-être. Donc voilà, si ça vous intéresse, ne bougez pas. Ça commence tout de suite. Une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est une énergie en mouvement qui est créée par un stimulus extérieur. Et quelle que soit l'émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, on la ressent à l'intérieur, il y a quelque chose, ça bouge. Si vous faites l'expérience d'observer quand vous avez une émotion où elle se trouve, et que vous mettez la main dessus, vous verrez qu'elle est susceptible de bouger dans votre corps. C'est vraiment une émotion, c'est vraiment une énergie en mouvement. Et on a un peu tendance à l'oublier arrivé à l'âge adulte. Quand on est enfant, on régule superbement bien nos émotions. On sait le faire de manière très naturelle. Quand on est triste, on pleure. Quand on est en colère, on va crier, on va taper des pieds, on va se rouler par terre. Si on a peur, on va se sauver, on va fuir. Concernant la joie, par exemple, on va faire beaucoup de bruit, on va sauter partout. Donc si on observe ce que font les enfants naturellement, on se rend bien compte que cette énergie en mouvement qui a pris racine à l'intérieur de leur corps, ils cherchent naturellement à le faire sortir de leur corps, en se mettant eux-mêmes dans une action physique de mouvement. Et ça, c'est génial. C'est la manière dont on est censé évacuer, transformer nos émotions. Le problème, c'est que quand on est enfant et qu'on réagit comme ça, les adultes vont assez rapidement venir mettre le couvercle pour empêcher l'émotion de sortir. Parce que tout simplement, certaines émotions sont mal perçues. Je pense surtout à la colère, par exemple. Mais finalement, la tristesse, elle n'est pas beaucoup mieux vue que cela, parce qu'en fait, elle peut mettre mal à l'aise. Et il arrive que des personnes essayent de bloquer aussi le mouvement qui sort lorsque, effectivement, il y a de la tristesse. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais vous dire, donc je vais revoir un peu mes notes, ne vous demandez pas, parce que je ne fonctionne pas avec un prompteur, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc voilà, j'ai mes notes et je vais de temps en temps regarder mes notes pour ne rien oublier. Donc nos adultes, et moi je sais que je l'ai aussi fait avec mes enfants quand ils étaient petits, parce que j'avais pas les clés, j'avais pas les clés de compréhension et j'avais pas les outils pour répondre. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en fait un adulte qui va faire ça, c'est un adulte qui est en proie à ses propres débordements émotionnels que bien souvent il n'arrive pas lui-même à gérer. Et donc il essaye d'éteindre le feu autant que possible, et sous couvert d'autorité, parce que voilà, c'est pour recadrer l'enfant qu'on met en place tout un tas de stratégies pour bloquer cette libération émotionnelle que les enfants font naturellement. Et tout ça pour ne pas gêner autrui. Et visiblement, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien au vu des accès de violence que l'on peut rencontrer régulièrement ou même voir dans les médias. Et ce que j'observe également, c'est que quand ces accès de violence viennent d'adolescents, ça critique à tout va. Et ça critique les parents. Alors qu'il est fort probable que ces adolescents-là et leurs parents n'ont pas les outils
pour comprendre leur émotionnel et pour comprendre comment les gérer. Et on croit que c'est juste un problème d'autorité. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Pour moi, rien n'est ni tout blanc ni tout noir. On ne connaît pas l'histoire des familles. Et on n'a pas lieu de juger quoi que ce soit. Ce que tout le monde essaie de faire dans ce genre de situation. Réguler ses émotions, ça s'apprend. Quand on est enfant, on le fait naturellement. Malheureusement, l'éducation arrive là-dessus et vient écraser ce mouvement naturel qu'on a quand on est enfant. Et on finit par croire, du coup, qu'il y a des mauvaises émotions et des bonnes émotions. Et c'est là où réside tout le problème quand on arrive à l'âge adulte. Et donc, je vais continuer à la prochaine partie pour bien expliquer qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. J'aimerais qu'on se mette vraiment tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions qui sont créées par des stimulus extérieurs. Votre cerveau, il va analyser ce stimulus à travers son expérience, ses croyances, son éducation. Et ça va donc créer l'émotion à l'intérieur de vous, donc cette énergie en mouvement qui crée des sensations, soit confortables et très agréables, soit très inconfortables et très désagréables. Et quand on parle de bonnes ou de mauvaises émotions, souvent on pense par exemple que la colère est une mauvaise émotion. Et là, j'ai vraiment envie de parler de ça en particulier, parce que je crois que quand on est face à la colère, il y a vraiment quelque chose d'hyper important à comprendre. C'est que derrière cette colère, il y a toujours soit une immense tristesse, un sentiment d'impuissance, d'incompréhension, ou encore un besoin de sécurité qui n'a pas été respecté. Donc en gros, derrière la colère, il y a une autre émotion. Et pourquoi c'est la colère qui vient, en fait, cacher ces émotions? C'est parce que la colère a ce pouvoir d'éteindre, de faire taire l'émotion de départ. Et là, je vais vous parler d'un exemple très très concret que j'ai vécu avec ma fille quand elle était malade et qu'elle était à l'hôpital. Les premiers mois, je rencontrais des fois des parents qui étaient en permanence en colère après la vie, après tout, enfin voilà, et je ne comprenais pas trop. Et les premiers mois, globalement, j'arrivais à ne pas être dans la colère. J'accueillais ce qui se passait et je me disais, bon ben voilà, on est dans l'action, on y va. Jusqu'au jour où elle a rechuté pour la seconde fois. Et là, j'ai touché des espaces de peur tellement intenses et envahissants. Je ne savais pas quoi en faire, j'étais tellement mal. Enfin, le problème de la peur, en l'occurrence, c'est que quand on a peur de quelque chose, d'une éventuelle agression, on peut se tailler. Hein. Mais quand c'est une peur, la peur de perdre son enfant, alors on pourrait aller courir, sans doute que ça nous ferait du bien d'ailleurs, peut-être pour évacuer cette émotion, pour transformer cette émotion. Mais toujours est-il que dans le premier temps, c'est pas, vous êtes juste envahi par la peur. Et en fait, je me suis aperçue que de me mettre en colère contre quelque chose à ce moment-là, éteignait complètement la peur. Ça faisait taire la peur avec une efficacité extraordinaire. Et là, j'ai mieux compris pourquoi certains parents que j'avais croisés jusque-là étaient dans la colère. Parce qu'en fait, la colère fait taire la peur. De la même manière qu'elle fait taire la tristesse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur qu'on arrête de voir l'émotion de colère comme une mauvaise émotion. Parce qu'en fait, dans l'instant, au moment où on la ressent, elle sert à quelque chose. Elle nous aide à tenir debout et à ne pas craquer. C'est juste qu'effectivement, moi donc je me suis servi de cette colère pour tenir debout à certains moments. Et donc il est arrivé un moment où
je me suis dit, c'est pas bon pour moi de rester dans cette colère. Donc, j'ai essayé de transformer ça autrement. Mais voilà ce que j'avais à cœur de vous dire. La colère n'est pas une émotion négative, n'est pas une mauvaise émotion. Donc voilà pour la partie émotion, bonne et mauvaise émotion. Maintenant, j'ai envie de vous parler du fait d'accueillir et de transformer l'émotion. Personnellement, j'ai pris l'habitude de vivre pleinement mes émotions, même si c'est très inconfortable. Parce que mettre le couvercle sur les émotions est selon moi contre-productif sur le long terme. Et ça peut même créer des problématiques physiques et même des maladies, ça j'en suis convaincue. Ça peut vraiment provoquer des soucis physiques dans le corps, du fait de ne pas se permettre de vivre et de libérer ses émotions. Et ça, c'est hyper important pour moi, je pense, de le conscientiser. Et donc, il me semble hyper essentiel de prendre le temps, de se demander comment je peux faire pour accueillir l'émotion comme un processus normal de la vie. J'accueille, c'est normal. C'est une vague, elle va se retirer, ça ne va pas rester. Si dans mon mental, je ne vais pas nourrir la situation qui a créé cette émotion, normalement l'émotion, elle passe. Tout passe, sachez-le, tout passe. Donc, comment je fais pour accueillir l'émotion? C'est-à-dire, je l'accueille, je la ressens. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je l'évacue, je la transforme, je la libère. Pourquoi je le fais? Pour justement éviter, à un moment donné, que ça fasse cocotte minute et que je finisse par déverser mes poubelles émotionnelles sur mon entourage. Parce que globalement, c'est ce qui se passe. Quand on met le couvercle, 1, 2, 3, 4, ça finit par faire un millefeuille d'émotions. C'est une bombe à retardement. Et quand ça pète, faut pas être dans les parages, les amis. Donc, dans ces cas-là, c'est cool ni pour nous, ni pour l'entourage. C'est pour ça que c'est important pour moi d'accueillir, de vivre pleinement, de l'accepter, en fait, d'accepter que je vis une émotion et de la transformer. Donc ça peut être aussi en faisant une activité, donc de la libérer. Ça, je vais taper dans un sac de frappe, je vais courir, je vais pleurer si j'ai besoin de pleurer, voilà, je m'isole pour aller pleurer si je ne veux pas que mes enfants me voient, enfin voilà. Donc je trouve un moyen pour aller évacuer. Pour moi, c'est vraiment la clé pour vivre des relations apaisées. Je suis en train, d'ailleurs, pour la petite information, je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour les hypersensibles qui rechercheraient un apaisement de conflit. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur cette thématique et d'avoir à votre portée des exercices d'introspection concrets pour vous aider à amener un apaisement dans vos relations et en vous-même, n'hésitez pas à visiter mon site internet et cliquez sur le lien qui vous permettra de recevoir l'information comme quoi le programme est finalisé. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant qu'on a vu l'importance d'accueillir et de libérer, je vais passer à la partie suivante pour vous donner 5 clés de réconciliation avec vous-même. Je vais maintenant vous partager 5 clés de réconciliation avec soi-même. Parce que quand on déborde, quand on a une tendance, quand on est hypersensible et qu'on a tendance à déborder émotionnellement, on peut avoir une tendance à se culpabiliser, à se dire qu'on n'est pas une bonne personne, donc d'avoir une estime de soi qui ne soit pas terrible. Et ça, pour moi, c'est pareil, j'ai vraiment à cœur que vous arrêtiez de faire ça. Parce que non, c'est pas vos émotions, c'est pas parce que vous vous mettez en colère que vous êtes une mauvaise personne.
Donc première clé, on arrête l'auto-flagellation. On arrête avec les je suis trop ceci ou je ne suis pas assez cela. On retire nos vieilles étiquettes qu'on nous a collées étant enfant, qu'on était colérique ou trop sensible, pleurnichard ou je ne sais quoi d'autre. Ces étiquettes, ce sont des mots d'adultes qui à un moment donné sont venus se poser sur vos réactions d'enfant. Mais ces mots, ce sont leurs mots. Et ces mots-là sont le reflet de leur propre impuissance face à vos réactions de l'époque. Et si je parle des étiquettes qu'on nous colle étant enfant, c'est parce qu'il n'est pas rare qu'on se les trimballe encore dans notre vie d'adulte. Donc, on arrête avec les étiquettes, personne n'est méchant, tout va bien, on arrête l'auto-flagellation. Une émotion, c'est juste une énergie en mouvement créée par un stimulus. Point. Donc, 1, on arrête l'autoflagellation. 2, on cherche à comprendre l'émotion. Plus vous saurez comment vous fonctionnez, et plus vous arriverez à réguler vos émotions. Donc on apprend à comprendre cette émotion. De quelle émotion il s'agit? D'où elle vient? Qu'est-ce qui a été nourri pour me rendre si joyeux? Ou au contraire, qu'est-ce qui n'a pas été respecté pour que je me sente si mal et que ça me mette en colère? On prend le temps de comprendre qu'est-ce qui, au fond, a déclenché cette émotion. Parce que bien souvent, la raison est bien plus profonde que celle à laquelle on pense au prime abord. Souvent, votre émotion est liée à un de vos besoins ou à une de vos valeurs qui n'a pas été respectée, par exemple. Je parle donc des émotions inconfortables, évidemment. Prenez vraiment le temps de mettre de la conscience là-dessus. Ça peut vraiment vous changer la vie. Donc, deuxième clé, on apprend à comprendre l'émotion. Troisième clé, on réfléchit à comment libérer cette émotion quand elle arrive, sans la déverser sur autrui, parce que finalement, c'est ça le véritable problème. Donc, quelle action concrète je peux mettre en place quand je suis en colère, par exemple? Est-ce que j'irai pas courir 5 minutes? Marcher? Aller faire un tour en nature? Taper sur une pile de coussins? Ou hurler dans un oreiller? Ou encore, si vous y arrivez, vous pouvez aussi tenter de trouver un moyen de transformer une émotion inconfortable comme la tristesse en une émotion de joie, en essayant d'aller nourrir mentalement quelque chose qui vous met en joie. Il y a des actions concrètes à faire pour libérer et transformer cette émotion sans la déverser sur autrui. Et ça, c'est hyper important pour justement éviter que ces émotions-là ne se cristallisent dans le corps et ne vous posent des problèmes sur le long terme. On évite la cocotte minute. Donc, troisième clé, on réfléchit à comment libérer l'émotion. Quatrième clé, on cherche justement des clés pour apaiser notre terrain émotionnel afin d'éviter au maximum le prochain débordement. En clair, on travaille en amont. On prend soin de soi. On prend soin de nos besoins. Pour ça, il faut du coup connaître nos besoins. On prend soin de nos valeurs. Et du coup, on fait ce petit travail de quelles sont nos valeurs. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre, de créer un équilibre à la base. Un terrain émotionnel, que le terrain émotionnel soit votre fondation et que ce terrain émotionnel soit régulé. Par exemple, je sais que personnellement, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Si je ne respecte pas mon besoin de sommeil, j'ai clairement des difficultés à réguler mes émotions.
Je le sais. Du coup, respecter mon besoin de sommeil, c'est pas une option. Clairement, c'est pas une option pour moi. J'ai un autre exemple qui me vient, c'est quand par exemple, je passe un week-end cousinade avec entouré de pas mal de monde, de la famille. Et bien, il y a un moment donné où j'aurai besoin d'aller m'isoler. Il faudra à un moment donné que je respecte mon besoin de solitude, mon besoin de calme, afin que mon week-end se passe bien pour tout le monde, en commençant par moi-même. Parce que, visiblement, si je ne respecte pas ce besoin, je me suis déjà aperçue que ça me mettait dans un inconfort émotionnel qui n'était pas cool, quoi. Et donc, c'est pas optionnel. Respecter mon besoin de calme, respecter mon besoin de sommeil, c'est au quotidien que je dois nourrir cet espace-là. Donc voilà, cherchez vos clés à vous pour apaiser votre terrain émotionnel. C'est la 4e clé. Et la 5e clé, qui pour moi est aussi très importante, c'est de savoir demander pardon quand c'est nécessaire. De savoir reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on n'a pas forcément eu les bonnes réactions à un instant T, et même auprès de nos enfants. Parce qu'en faisant ça, on leur montre l'exemple. Demander pardon à l'autre, pour moi, c'est aussi s'apporter une part de pardon à soi-même. Parce que croyez-moi, c'est ça le plus difficile, c'est de savoir se pardonner à soi-même. Donc voilà les amis pour les 5 clés. Je résume. La première, on arrête l'autoflagellation. La deuxième, on apprend à comprendre l'émotion. La troisième, on réfléchit à comment on peut la libérer sans la déverser sur autrui. La quatrième, on cherche des clés pour cultiver notre terrain émotionnel au quotidien. Donc on fait un travail en amont pour éviter les débordements émotionnels autant que possible. Et la cinquième, on demande pardon. Voilà pour les 5 clés de réconciliation avec vous-même. Maintenant, je vais passer à la partie suivante pour donner 2 clés à ceux qui ont tendance à être un peu de l'autre côté de la barrière et à être les souffres-douleurs des débordements émotionnels de leur entourage. Pour ceux qui ont tendance à être de l'autre côté de la barrière, les souffres-douleurs des débordements émotionnels des membres de leur entourage, voici 2 clés d'apaisement et de respect de vous-même. La première, on ne fait pas le paillasson. Entendre et comprendre que l'autre est visiblement mal ne doit pas nous faire oublier que le respect est dû à chacun. Personne ne vous demande de vous sacrifier, de sacrifier votre bien-être et de sacrifier votre équilibre intérieur. Donc on ne fait pas le paillasson. On n'accepte pas que autrui déverse ses poubelles émotionnelles sur nous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième clé, pour justement ne pas faire paillasson, on pose le cadre. Ça, c'est OK. Ça, c'est pas OK. Là, je vois que tu es trop en colère. Je te laisse la libérer. Je m'en vais. Je suis pas d'accord avec le fait que tu me la jettes à la figure. Moi, je me sens agressée. Je préfère aller faire un tour. Voilà le genre de phrase que vous pourriez dire. Utilisez le je. Je ressens. Je me sens. Pas de tu. Le tu. Poser le cadre est hyper important. J'entends vraiment trop souvent de gens dire « Oui, mais moi, j'aime pas le conflit. » Mais les amis, personne n'aime le conflit. Vous croyez vraiment que la personne qui est en face de vous, qui de toute évidence est en colère, elle aime le conflit? Non. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou pas le conflit. C'est l'histoire que vous avez le droit de poser et de faire respecter votre cadre.
de faire respecter vos valeurs et vos besoins. C'est juste normal. Il n'y a pas d'histoire de « j'aime pas le conflit ». Parce qu'en faisant ça, en voulant éviter le conflit, en fait, ça ne règle pas vraiment le problème. Si c'est un problème qui est un peu récurrent, ça ne le règle pas. Donc, première clé, on ne fait pas le paillasson. Vous avez le droit au respect comme tout le monde. Deuxième clé, on pose le cadre. Et si vous le pouvez, posez ce cadre pendant un moment calme, en amont, avec la personne concernée. Ainsi, la personne qui déborde saura le pourquoi de votre action si à un moment donné vous lui tournez les talons lors d'un énième conflit. Alors se positionner de cette manière-là, donc ne pas faire paillasson et poser le cadre, ça peut être au début un peu compliqué. Mais s'il y a une observation qui est quand même récurrente, c'est que quand on endosse un rôle de victime, ou qu'on est dans une énergie d'impuissance face au débordement émotionnel d'un membre de notre entourage, ou de notre enfant par exemple, eh ben, ça a toutes les chances de continuer. Par contre, si votre posture change, si vous décidez de poser le cadre pour respecter vos besoins, si vous vous redressez d'une certaine manière, il est probable que ces réactions à votre rencontre changent aussi. Ça peut être curieux, mais c'est fréquemment le cas. Posez-vous la question de votre posture, la posture physique et votre posture mentale. C'est-à-dire c'est non, ça c'est pas ok. Et la posture physique, c'est je me redresse. Alors pas pour faire le coq, juste je me redresse. Je suis droit dans mes pompes, je courbe pas le dos. Si on est dans une logique de courber le dos, de oh, j'en ai marre, là, c'est vraiment pas agréable, c'est lourd, en fait, la personne va continuer à déverser. Si au contraire vous êtes dans une posture physique ancrée et une posture mentale de non, ça c'est pas ok. La personne dans votre énergie, l'énergie que vous allez rayonner à ce moment-là, la personne elle va le sentir en fait. Et donc dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, ça permet de recadrer et que chacun reprenne de nouveau, que chacun revienne dans son espace. Et si vous sentez que malgré votre changement de posture, ça ne se règle pas et que la personne est toujours dans l'agression, c'est que le problème est bien plus profond. Alors à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, demandez une aide extérieure. Ne restez pas seul. Il existe des groupes de parole, des thérapeutes de couple, des thérapeutes en communication non violente. Vous pouvez trouver aussi des coachs qui accompagnent spécifiquement des familles. Bref, cherchez et vous trouverez votre solution. Demander de l'aide n'est pas un échec. Je pense même que c'est la marque d'une grande sagesse. Parce que n'oubliez pas une chose, quand il s'agit des personnes qu'on aime, on n'est pas toujours le mieux placé pour apporter la solution. C'est comme ça vient du fait qu'il y a trop d'affect. Donc c'est normal. Et donc du coup, chercher une aide à l'extérieur n'est pas un échec. Et ça peut vraiment être une excellente solution de se retrouver finalement avec un médiateur dans tout ça. Voilà les amis, je me permets de clôturer cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez recevoir ma vidéo « Comment se reconnecter à vos valeurs » directement dans votre boîte mail en surfant sur la page d'accueil de mon site internet. Elle peut peut-être vous aider à y voir plus clair justement sur l'origine de certaines de vos émotions. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Voilà les amis, ça me tenait à cœur de partager mon expérience sur les émotions, car étant hypersensible moi-même, je sais ô combien il est parfois difficile de maintenir l'équilibre. J'espère que cette vidéo vous y aidera un petit peu. Je vous souhaite une très belle continuation, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les copains.